Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, quand je vous racontais un petit peu ma vie, moi je bosse avec beaucoup de sales et je me rends compte qu'ils n'arrêtent jamais. Et c'est vrai que c'est un état d'esprit. Quand on veut faire de la self-prospection, on est à l'affût tout le temps, sur tous les médias. Moi j'ai déjà vu des gens qui, sur une équipe qui attaque vraiment plutôt le bas du mid-market, je les ai vus pitcher leur chauffeur Uber en disant est-ce que tu fais des campagnes AdWords, d'accord? Donc c'est vraiment des personnes qui n'arrêtent jamais. Ça, c'est des réflexes qu'il faut que l'on ait également en tant que sales. Bon, ils sont un peu over the top, hein, je suis d'accord, mais pourquoi pas? Et du coup, il va falloir vraiment avoir un esprit d'analyse en permanence. Un truc qui fonctionne extrêmement bien, j'espère que je ne suis pas trop en train d'enfoncer une porte ouverte, mais je veux vraiment appuyer ce point. En fait, tous les annonceurs qui font du offline, généralement, c'est des annonceurs à potentiel. Parce que le offline, pour le coup, c'est le meilleur argument de vente pour AdWords et pour le digital de manière générale. On a tendance à penser que c'est moins efficace. Après, ça reste à nous de le prouver. On ne peut pas traquer. Parfois, c'est plus cher. D'accord? Donc, un annonceur qui fait du offline, c'est un annonceur qui va être plutôt facile à convaincre. D'accord? Donc, n'hésitez pas à regarder tous les annonceurs. Donc, ceux qui font de l'affichage, que ce soit de l'affichage dans le métro ou dans la rue ou la longue conservation, vous savez, c'est les panneaux où il y a écrit le Leclerc au feu rouge à gauche qui reste là toute l'année. Ça, c'est des annonceurs qui ont un vrai potentiel pour nous parce que c'est des campagnes qui coûtent assez cher. C'est des médias qui sont très, très tradis et surtout pour lesquels c'est très difficile d'évaluer le retour sur investissement. Donc, c'est des pépites pour nous, équipe commerciale. Par contre, il y a certaines choses sur lesquelles, je modérais un peu mon propos. Certains affichages, méfiez-vous, sont liés à des partenariats. Moi, ça m'est déjà arrivé. À un moment, j'avais un sales qui allait pitcher tous les théâtres. Il s'est dit, OK, moi, je veux que tous les théâtres ils soient digitalisés, c'était son truc. Et en fait, il voyait de l'affichage partout dans le métro et l'affichage dans le métro coûte assez cher. Et en fait, il s'est rendu compte que la plupart, ils ne payaient pas leur affichage parce que c'est des partenariats. D'accord? Donc faites attention à ça. Quand vous voyez des affiches qui sont dans la gare, sur le quai, pardon, elles coûtent beaucoup plus cher que les affiches qui sont dans les escaliers, par exemple. Donc n'hésitez pas à avoir un regard critique. Si vous voyez que c'est une affiche qui est divisée, comme le font les théâtres par exemple, en 60 mini-affiches, ce n'est pas des annonceurs qui ont un potentiel aussi gros que quelqu'un qui a pris toute la station Charles de Gaulle Étoile pendant une semaine. Donc sur les bus, sur tout le matériel urbain, c'est des annonceurs qui ont un vrai potentiel. Les quotidiens, je me souviens quand je suis arrivé, je voyais que toute notre équipe à Paris, le matin, lisait le 20 minutes. Je me dis, on est au boulot les gars, 20 minutes, il fallait lire dans le métro. En fait, ils font de la recherche de leads, 20 minutes, donc le métro, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais tous les magazines gratuits, c'est des magazines qui coûtent extrêmement cher en publicité. Et la plupart des annonceurs qui sont là-dedans, je pense notamment à tout ce qui est promoteur immobilier. C'est des annonceurs qui ont un énorme potentiel sur AdWords. Des annonceurs qui fonctionnent très très bien, qui ont une logique de lead generation. Eux, ce qu'ils font dans le 20 minutes, c'est qu'ils mettent un numéro qui est uniquement dans le 20 minutes, donc ils savent que toutes les personnes qui vont appeler, du coup, viennent de la campagne 20 minutes, ils peuvent calculer un ROI. Ça, c'est vraiment des petites pépites à aller pitcher sur AdWords. Donc, tous les jours, moi, je me rends compte que nos sales, ils lisaient les quotidiens gratuits, ils achetaient plein de magazines, etc. Ça devient un réflexe. Ça devient un réflexe. Donc, n'hésitez pas à aller creuser des leads là-dedans et soyez un peu malin. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'annonceurs qui ne font pas une bonne publicité classique, mais qui font plutôt des posts sponsorisés, donc qui ressemblent vraiment à des articles. Parfois, on se rend compte, c'est un article vraiment qui a l'air complètement objectif, mais en fait, on se rend compte que c'est un petit peu une publicité. En fait, c'est une boîte qui a fait du RP. Les annonceurs qui font du RP, généralement, dans leur stratégie de com, ils commencent par faire du RP et après, ils vont faire de l'achat média. Donc, si vous identifiez des campagnes RP qui fonctionnent bien, il y a de fortes chances que dans quelques semaines ou quelques mois, ça dépend de leur plan, ils se mettent à investir beaucoup plus en publicité. Donc, le RP, c'est vraiment le moment où il faut aller pitcher ces annonceurs. Allez chercher les top annonceurs TV, donc ça, c'est ceux qu'on adore. N'hésitez pas à consulter. Moi, je me rends compte que je regarde les pubs plus que le contenu parfois.
C'est des annonceurs auxquels on va pouvoir vendre des campagnes YouTube en plus. D'accord? Donc très, très simple à aller chercher. Si vous voulez cibler des annonceurs un peu plus traditionnels, n'hésitez pas à regarder les chaînes locales. Donc Énergie Paris, Azure TV, je crois que c'est vers Nice. Et BDM, je ne sais plus ce que c'est. Donc voilà, vous allez sur le CSA, vous allez trouver la liste des télés locales. Ça, c'est pas mal d'annonceurs de taille intermédiaire. C'est aussi des annonceurs sur lesquels on va trouver beaucoup de franchises qui sont en train d'ouvrir de nouveaux points de vente sur une région. Et les franchises, c'est un tissu économique qui est intéressant parce qu'il se renouvelle beaucoup et il a un fort potentiel de croissance. Que ce soit dans la restauration, dans les salles de sport, tout ça, c'est tout le temps des franchises. Et c'est des annonceurs qui sont nouveaux, donc qui nous intéressent et qui ont un vrai potentiel de croissance. Donc on va pouvoir garder longtemps et faire grandir. Donc n'hésitez pas à chercher les franchises qui sont en train de se développer sur certaines régions. Et regardez la télé. Donc je ne devrais pas dire ça parce que je bosse dans le digital, mais il y a pas mal d'émissions où moi je vois souvent des startups qui sont en train d'exploser. Par exemple, la première, c'est une émission qui passe sur France 2, c'est Télématin ou c'est au programme, un truc comme ça. Donc, je ne connais pas trop le contenu, mais en tout cas, moi, je vois souvent des startups qui passent là-dedans et c'est juste au moment où elles viennent de lever des fonds, généralement. Donc, ont un vrai potentiel de croissance. Sur BFM, il y a pas mal d'émissions où ils vont parler des nouvelles technos. D'accord ? Les startups en croissance passent systématiquement là-dedans. On va aussi identifier des tendances. Parfois, il y a des changements de réglementation qui vont faire qu'il y a un nouveau secteur qui va sortir du coup, qui va être légalisé pour la publicité et parfois qui va pouvoir sortir sur AdWords. Je pense par exemple la cigarette électronique. Aujourd'hui, on ne peut pas en faire la promotion en paid search. Si ça sort un jour, le jour où ça sort, on sait qu'il va y avoir énormément d'annonceurs qui vont se ruer dessus. Donc ça peut être des choses à surveiller. On a vu pas mal de tendances comme ça qui sont nées très rapidement. Creuser un peu Twitter aussi. Là, j'ai mis Madines parce que nous, nos équipes sales consultent énormément ce média. Madines, c'est un site qui parle de nouvelles technologies, de start-up. Toutes les levées de fonds, elles passent par là. Et c'est également un site qui fait du RP. Donc, vous allez avoir des start-up qui vont payer Madines pour parler d'eux, pour faire un article complètement objectif. Du coup, qui dit RP dit future campagne média, donc annonceur à vrai potentiel. Alors ensuite, les appels d'offres. Bon, je pense qu'à peu près 100% des agences auxquelles j'ai parlé m'ont dit « Ah, nous, les appels d'offres, on en a fait, mais ça ne vaut pas le coup. » Parce que ça prend du temps. J'ai l'impression que les appels d'offres sont pipés. On m'a dit le mot pipé 3 ou 4 fois. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, mais moi, j'ai beaucoup d'annonceurs qui passent par des appels d'offres pour trouver de nouvelles agences. Après, à vous de voir combien vous voulez en faire par mois. Mettez pas quelqu'un à faire que de l'appel d'offres parce que c'est des formulaires qui sont souvent un peu indigestes, qui prennent 10 heures à remplir et on n'a pas l'impression que ça sert à grand-chose. Il y a des plateformes qui sont assez malines. Je pense à Sortlist. Est-ce que ça parle à quelqu'un, Sortlist? Ouais. Vous allez être content ou pas? On l'a pas énormément exploité, mais on s'est positionné plusieurs fois sur Ok. Ok, ça marche. Je vais répéter un peu parce que moi je t'entendais à peine, je ne sais pas si tout le monde entendait. Donc Sortlist, donc globalement tu sais pas trop pour l'instant. Je ne sais pas trop si c'est efficace, on n'a pas pu faire assez. Ok. On a eu deux, trois appels d'offres qui sont positionnés dessus. Ouais. Moi j'en parle parce que c'est une plateforme qui est un peu différente des plateformes traditionnelles. En fait, Sortlist, ils ont pris leur positionnement de shortlist, très malin, une bonne petite start-up. Et l'idée, c'est que ici, donc, les annonceurs vont déposer un projet et c'est Sortlist qui va qualifier le projet et les agences qui sont inscrites sur Sortlist, au moment de s'inscrire, vont dire voilà, nous, on sait faire ça, 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 on a tel client, on gère tel type de business, etc. Et Sortlist, c'est eux qui vont faire un match entre un annonceur et les agences qui sont vraiment pertinentes pour cet annonceur et les agences qui recherchent ce type d'annonceur. Donc, ils prémâchent vraiment le boulot qu'on a généralement sur les appels d'offres traditionnels. Et après, ce qu'ils font, et ça, je trouve ça intéressant, c'est qu'ils vont proposer à X agences de bosser dessus.
et il n'y en a que 3 entre 3 et 5 qui vont être sélectionnés. Donc vous ne vous retrouvez pas sur un appel d'offres où il y a énormément de monde avec plusieurs rounds qui vont prendre des mois, etc. Là, c'est vraiment assez rapide et surtout, vous avez une boîte qui va pré-mâcher le travail pour vous. Donc le taux de réussite aux appels d'offres, il est beaucoup plus élevé. Et ils ont, contrairement à des plateformes d'appels d'offres où il n'y a que certains types d'annonceurs, eux, ils ont à la fois de la PME et des groupes du CAC 40. Donc, je n'ai pas d'action chez eux. Hein. Mais n'hésitez pas à creuser. C'est une des plateformes, il y en a pas mal qui sont en train de sortir dans le business en B2B, qui ont un positionnement un peu différent et qui peuvent vous permettre d'aller chercher de nouveaux annonceurs. Donc, assez efficace. Ouais? Non, mais je te rejoins sur le concept qui est. Attends, je te renvoie le micro. Vous êtes prêt à vous baisser si jamais je l'envoie mal? Tu vois? J'avais dit. Ouais, j'étais gardien de foot à l'époque. Oui, je rebondissais dessus. Je trouve que le concept est hyper innovant et très, très intuitif parce que c'est, comme tu le dis, c'est une mise en relation qui est déjà pré-mâchée par eux. Le retour d'expérience, par contre, était un peu moins quali sur des projets puisque les annonceurs, au final, qu'on a rencontrés n'étaient pas hyper prêts, bizarrement, sur les projets. Donc, on a l'impression que ça ramait un petit peu. On sait des leads qui coûtent... je crois une cinquantaine ou une centaine d'euros quand même. Ouais. Donc on a dû faire 2-3 fois l'expérience. Je trouve que le concept est bien pour une agence. Ça peut aller très rapidement, mais voilà, nos expériences dessus, on n'a pas été... encore ultra optimisé, quoi. Pour l'instant, non, j'ai l'impression que... Enfin, en tout cas, pour nous, ça n'a pas été une expérience qui était hyper satisfaisante au final. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à creuser chez eux. Je trouve que c'est des leads qui peuvent être, à mon avis, quali et... Ouais, il faut le creuser parce que c'est une plateforme, comme tu dis, qui est innovante et qui se démarque des autres. Ok. Donc voilà, encore une fois, hein, comme je vous l'ai dit, on n'a pas la science infuse. À vous de tester. Merci pour ton feedback. Du coup, c'est intéressant d'avoir un avis différent de celui que j'avais récolté. J'essaie d'attraper ça. Merci. Ensuite, où trouver un bon lead? Un truc classique, hein, mais les salons professionnels, il y a beaucoup d'agences qui en font. Ça fonctionne très bien. Je crois que c'est 2/3 des entreprises qui participent à des salons professionnels. Donc, il y a vraiment, même si c'est un mode de fonctionnement très classique, ça fonctionne bien. Pensez à faire vos propres événements. D'accord? Si vous arrivez à communiquer à une échelle locale, si vous êtes en région ou si vous arrivez à rassembler pas mal de prospects potentiels, n'hésitez pas à faire vos propres événements. Nous, on vous assiste sur ce genre de choses. N'hésitez pas à demander à votre chargé de compte Google, vous dites voilà, on aimerait organiser un événement, est-ce que tu peux venir chez nous ou est-ce que tu peux m'aider sur la logistique, tu fais ça comment, qu'est-ce qui fonctionne bien, etc. N'hésitez pas à nous solliciter, c'est des choses qui fonctionnent très bien. C'est ultra efficace. Essayez de prévoir des guests, ce genre de choses. Et tout de suite, votre agence, elle va vraiment sortir du lot. D'accord? Parce que déjà, on va mettre un visage derrière un logo et ça vous permet aussi de montrer votre savoir-faire. Donc, c'est limite de l'inbound. En plus d'être de l'inbound. Faites des case studies. Vous avez vu que chez Google, on en fait beaucoup. N'hésitez pas à en faire. Moi, j'ai 2-3 agences en tête qui en publient quasiment toutes les 2-3 semaines. Déjà, ça vous permet de dire, les gars, nous, on bosse quand même avec tel annonceur, donc c'est plutôt cool. Et surtout, ça permet de dire, avec tel annonceur, on a mis en place telle stratégie. D'accord? Donc, on sait mettre en place des stratégies un peu complexes. On ne va pas juste vous faire une campagne de paid search comme n'importe quelle autre agence. On sait avoir des approches un peu innovantes. Et ça permet de sortir du lot. En plus de faire du contenu pour votre stratégie d'inbound. Donc les case studies, vous pouvez en parler pendant vos événements. Nous, c'est des trucs qu'on fait très souvent. Un truc de base, ce que je voulais donner ici, c'est surtout les idées de mots-clés à utiliser. Nous, c'est ce que font tous nos sales. Ils ont leur Google Alert. Et ils ont tous les mêmes mots. Hein. Pour le coup, c'est pas très malin, mais il n'y en a pas beaucoup. Ou alors, ils ne veulent pas partager les termes qu'ils veulent garder pour eux. Mais ils checkent toutes les levées de fonds, les lancements de produits, les potentielles entrées en bourse. Ça peut être des annonceurs intéressants. Quand il y a un changement au niveau de la direction marketing ou de la direction digitale, très souvent, le gars qui vient de se faire embaucher, il va un peu dégager les agences précédentes pour en mettre d'autres. En tout cas, c'est un truc que j'ai beaucoup vu. Donc, surveillez les changements d'équipe. S'ils vont recruter des traffic managers, ça veut dire qu'a priori, ils vont vouloir shifter aussi de stratégie en termes de gestion de campagne. Peut-être qu'ils veulent internaliser. Tout ça, c'est des choses à surveiller. Donc, pensez à tous ces mots-clés-là.
le terme débarque en France, c'est assez marrant parce que c'est comme ça qu'on identifie tous les groupes qui sont plus ou moins connus à l'étranger et qui se lancent en France. Moi, je me souviens, avec l'équipe Direct, on a eu... c'était un acteur qui était le leader du téléshopping aux États-Unis, entreprise colossale. Et ils arrivaient en France et ils ne connaissaient pas les agences, ils connaissaient un peu les leviers, mais l'équipe française n'était pas ultra pointue sur les solutions. Et nous, on a pu du coup voir, grâce à une news, mais qui venait d'un site, pas un site que le sales aurait consulté en tout cas, que cette boîte allait se lancer en France et ça nous a permis de l'accompagner sur son lancement, donc dès le début, et de pouvoir le conserver. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à checker ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent en France. Cette année, on a eu Costco, donc, qui s'est lancé en France. Donc, très gros annonceurs, un peu paumés parce qu'ils se lancent petit à petit. Du coup, ils n'ont pas forcément beaucoup de staffing. Eux, ils veulent des agences. Donc, ce vocabulaire-là débarque en France. C'est vraiment la phrase qu'utilisent tous les journalistes. Donc, à checker. Ouais ? Par rapport à ce problème, en fait, Attends, je t'envoie le micro parce que j'entends pas très bien. Ou sinon, on se fait des petites passes intermédiaires. Je te l'envoie et tu l'envoies. Merci. Par rapport à ce problème, en fait, moi je rencontre toujours la difficulté la boîte qui débarque en France, en fait, est gérée par une agence de leur pays. Ah ouais. Et en fait, à chaque fois, je me fais bananer parce que même s'ils ne connaissent pas le marché français, ils ne veulent pas prendre la décision d'utiliser une agence marketing ou autre du marché sur lequel ils veulent s'implanter. Ah, c'est un insight intéressant. Moi, j'avais eu ce cas de figure du coup avec Téléshopping. C'est pas vraiment la même situation parce que nous, c'était géré par des gens, par une autre équipe de Google aux États-Unis et on voulait pas que ce soit eux qui le gèrent. Là, il y a un truc assez intéressant. On en parlera un petit peu pendant le questioning après. En fait, généralement, les personnes qui lancent des nouvelles filiales pour un grand groupe, c'est des personnes qui veulent vraiment monter très vite dans leur boîte et du coup, ils veulent marquer de leur empreinte ce qu'ils ont fait. Le lancement, ils veulent le réussir. Et nous, je me souviens qu'on a réussi à bosser avec elles parce qu'elles voulaient faire un truc un peu différent de ce qui se faisait dans les autres équipes. Nous, le truc était tout bête, mais ils n'utilisaient pas du tout YouTube. Pour une boîte de téléshopping 100% en ligne, c'était quand même particulier. Et du coup, l'équipe avec laquelle elle bossait lui avait jamais proposé, enfin l'équipe qui gérait leur compte aux États-Unis, leur avait jamais pitché ça en 4 ans de collaboration. Et du coup, nous, on lui a dit, bah, nous, on a compris qu'elle voulait apporter un truc différent dans son équipe pour briller un peu dans sa boîte. Et avec ce truc différent, on lui a permis de gravir un peu les échelons. Et c'est pour ça qu'elle a bossé avec nous. Parce qu'on lui a dit, on a compris finalement ce qu'elle voulait faire, elle, d'un point de vue perso dans sa carrière. Pourquoi elle prenait en poste ce job qui est quand même compliqué. Lancer une filiale, c'est pas les missions les plus simples. Et en comprenant vraiment ce qu'elle voulait faire, elle, d'un point de vue perso, on a pu calquer notre proposition de valeur pour pouvoir bosser avec elle. Donc, je sais que c'est difficilement comparable parce que Google versus agence, je sais que ce n'est pas exactement le même pitch, mais vraiment en comprenant ton interlocutrice ou ton interlocuteur, ce qu'ils veulent faire, eux, d'un point de vue perso, très souvent, tu peux trouver un positionnement qui va te permettre de le prendre avec toi. Mais en revanche, il est super long, puisque c'est un bon exemple que tu donnes, puisque moi, je ne donnerai pas le nom de l'annonceur, mais en réalité, je suis à la colle avec le directeur des ventes du marché français, en fait. Et qui me dit, aujourd'hui, on ne m'attribue pas de budget marketing sur le marché français. Alors il me dit, il faut que j'attende d'avoir le bon moment opportun pour aller toucher le directeur marketing. Super. Et voilà. On va en parler après, dans toute la phase de questioning. Donc c'est un sujet que je vois. C'est assez important, je pense, parce qu'en plus, on revient au premier slide de ce matin, où en fait, quand on regarde qu'il y a... moi, je travaille beaucoup sur les industries. Et en fait, donc, tu as beaucoup de boîtes à l'étranger et qui veulent rentrer sur le marché français, mais ils sont les autres 95% qui restent à gagner sur du AdWords, en fait, ils sont super compliqués à choper, en fait. À cause, ça fait partie des problématiques sur lesquelles ils sont difficiles à choper, quoi. Donc, je vais être sûr de bien comprendre, tu dirais que c'est en fait, la complexité de leur organisation qui font qu'on n'arrive pas à les closer. Ouais. Tout à fait. On va en parler un peu après. Merci. Je vais récupérer le cube. Merci.
Technique de base, autre, identifier les sites qui sont mal référencés en SEO. Dans les tote bags qu'on vous a mis, il y a le guide saisonnier. Donc c'est les industries, du coup en fonction des saisons, comme leur nom l'indique. N'hésitez pas à creuser, je sais que nous les sales font beaucoup ça, à voir les nouveaux acteurs qui sortent en SEO mais qui ont du mal à être référencés. Qui dit nouvel acteur dit potentiel de croissance. Ils prennent en compte le SEO, donc c'est quelqu'un pour qui le digital est important, mais ils ne sont pas encore dingos. Du coup, ça peut être bien de les rencontrer et de voir comment est-ce qu'on peut appuyer leurs efforts en digital. Conseil de base, mais à appliquer régulièrement dans une stratégie d'outbound. Je sais que nous, nos sales, tous les mois, toutes les semaines, ils prévoient un créneau de 20 minutes où ils savent quelle industrie ils veulent checker parce qu'ils sont spécialistes de telle industrie et ils regardent les nouveaux acteurs ou ceux qui ont du mal à ressortir en SEO. Voilà, allez sur Facebook. Je ne sais pas si vos boss sont là, mais sur le temps de travail, moi, c'est le seul moment où on autorisait nos sales à aller sur Facebook pour identifier les acteurs qui font de la publicité. Facebook, c'est un levier publicitaire qui est très souvent employé avant AdWords. On s'en est rendu compte parce que du coup, on va mettre des budgets très faibles pour voir un peu si ça marche, s'il y a un product market fit. Et du coup, nous, on utilise souvent ça pour identifier des annonceurs qui ne vont pas tarder à faire de gros plans médias. Donc, creuser là-dedans. Parfois, ils font Facebook après d'autres leviers, mais très souvent, c'est un levier un peu early stage. Et ma slide est composée bizarrement. Et du coup, en fonction des types de formats qu'ils utilisent, si c'est un format plutôt orienté ROI, vous pouvez pitcher du search. Si c'est vidéo YouTube, si c'est des campagnes pour application, vous pouvez utiliser tous les formats. D'accord? Donc, encore une fois, essayez de matcher avec ce qu'ils font déjà. Et rechercher dans l'existant. Je pense que vos chargés de compte doivent vous le marteler assez souvent. Est-ce que vous avez des annonceurs pour lesquels vous avez fait le site, par exemple, qui ne font pas de paid search? Vous avez des annonceurs en SEO qui ne font pas de paid search, etc. N'hésitez pas à croiser vos skills. Je sais qu'il y a des agences qui ne sont pas très à l'aise avec l'idée de dire moi, je bosse avec que du SEO. Je ne sais pas si j'ai envie de prendre le risque de faire un autre levier avec lui parce que ça se passe bien, machin. Si vous pouvez l'accompagner sur plus de prestations, l'annonceur il sera un peu plus dépendant de vous et du coup, il y a moins de risques qu'il vous quitte. Donc, n'hésitez pas à upseller chaque annonceur et à lui vendre un maximum de produits. Comme on le fait nous avec les différentes solutions sur AdWords. Soyez un petit peu malin aussi. Ça, c'est quelques sales qui m'ont donné ces tips. Quand ils cherchent des startups qui viennent de se lancer mais qui ne sont pas connus, les fondateurs n'ont pas de profil sur LinkedIn, etc., ils font des quiz. Donc oui, c'est pour savoir qui a enregistré le nom de domaine. Très souvent, on trouve le nom du fondateur et son téléphone. Donc là, pour le coup, le barrage de la secrétaire, il est vite passé, ça fonctionne super bien. Bon, LinkedIn, c'est un classique. Autre tips, vous tapez, si vous avez le nom du respo marketing ou du CEO, du fondateur, vous tapez le nom plus prénom plus le PDF et vous pouvez trouver, très souvent, on trouve des présentations qu'ils ont faites avec leurs coordonnées. Donc ça, vous le tapez dans Google et ça vous permettra de retrouver les informations sur les décisionnaires. Je le répète, soyez à l'affût tout le temps. Voilà, je regarde tous les sites, TV, print, affichage, le réseau. Voilà, vous n'êtes pas obligé de pitcher le moindre taxi que vous prenez, mais en tout cas, vous voyez un peu la logique derrière. Les anciens leads, je me rends compte que nous, on a beaucoup d'annonceurs qu'on avait contactés il y a 1 an, donc un peu early stage, et au final, 6 mois plus tard, on se rend compte que soit ils reviennent vers nous, soit on se rend compte qu'on les a loupés. Ils ont lancé des campagnes, donc ce n'est pas parce qu'un lead n'est pas mûr aujourd'hui qu'il ne faut pas le rappeler régulièrement. Donc ça, on en parlera tout à l'heure dans la partie gestion de la pipeline. Les do's and don'ts sur ce qu'il faut faire. Donc, on parle de stalking Internet léger, donc soyez pas un stalker. Donc stalker, c'est les gens qui nous suivent, qui font un peu peur. On le voit sur LinkedIn, il y a beaucoup de sales qui sont ultra agressifs, ils vont consulter nos profils tous les jours, ils nous envoient des emails, etc. Ça marche pas, ça marche pas, c'est pas aujourd'hui ce qu'on attend. Quand on va approcher quelqu'un, c'est bien de connaître le paysage concurrentiel, de parler pas forcément des faits d'actualité, genre super, j'ai vu qu'il se passait ça, mais d'un insight vraiment intéressant par rapport à votre expertise, encore une fois. Exploiter, donc j'ai mis votre ADM, donc votre chargé de compte Google. Discuter avec eux des verticales qui fonctionnent bien en ce moment, de ce qu'ils voient dans leur portefeuille d'agence. Quand vous avez une piste pour un lead, parlez-en avec eux. Eux, ils peuvent vous donner des insights
pour avoir une accroche un peu plus smart que juste bonjour, est-ce que vous voulez qu'on collabore? N'hésitez pas à travailler avec ces équipes-là, persévérer. Et en don't, chasser des clients qui n'ont pas les moyens de lancer des campagnes qui vous intéressent, ça ne sert à rien. Encore une fois, et c'est un réflexe de sales parce que personne n'apprécie de se prendre un nom, mais il y a des clients qui n'en valent pas le coup. Je ne le dis pas de manière présomptueuse, mais il faut savoir aussi choisir ses clients, du coup ne pas chasser tout le monde. Donc vraiment, vraiment prioriser. Ne jamais se dire qu'un prospect est trop gros pour vous. Je travaille avec beaucoup d'agences, plutôt du mid-market, mais la tranche du dessous, où ils sont un ou deux. Moi, j'ai vu des freelances qui géraient des campagnes colossales à 300, 400 000 euros par mois. Le gars était tout seul. Donc, il n'y a pas d'annonceur trop gros pour nous. Il y a un shift qui est en train de se passer actuellement dans les agences, auprès des annonceurs. Il y en a beaucoup qui quittent les grosses agences traditionnelles, les Big Six, pour des agences plus spécialisées. Profitez-en. Il n'y a aucun poisson n'est trop gros pour nous. Et ouais, un truc qu'on voit souvent, vous ne reposez pas uniquement sur les annonceurs qui sont déjà actifs sur AdWords. Parce que, alors, ok, c'est simple, hein, ils connaissent déjà l'efficacité de la solution, donc on n'aura pas forcément à repitcher tout ça, mais il y a encore beaucoup d'annonceurs qui sont pas déjà, enfin de prospects qui ne sont pas déjà annonceurs sur AdWords, qui vont être peut-être plus faciles à convertir que de les piquer à une agence existante. D'accord? Donc, gardez ça en tête. Le marché, comme nous l'a expliqué Lionel tout à l'heure, sur le mid-market, on a 50% des annonceurs qui ne sont pas présents sur AdWords. Eux, on peut aller les chercher et c'est souvent plus fair que d'aller le piquer à une agence concurrente. J'ai fait un petit focus sur LinkedIn, mais on va aller assez vite. De toute façon, vous aurez les slides après. Donc, pensez à avoir un compte propre. Il y a un truc assez intéressant, c'est le Social Selling Index. En gros, ça vous donne une note sur globalement à la fois votre e-réputation sur LinkedIn, donc combien vous avez de contacts, le niveau d'interactivité, etc. Et le niveau d'attrait que votre profil a pour les potentiels clients. Donc, n'hésitez pas à checker ça. Il donne pas mal de tips pour l'améliorer. Et il y a un profil complet dans plusieurs langues. Il faut avoir un ton professionnel, mais pas non plus trop froid. On bosse dans le digital. Généralement, les annonceurs avec lesquels on collabore, on se tutoie assez rapidement, etc. Il faut vraiment être soi-même. C'est un truc je le vois beaucoup dans les autres pays, au UK ou aux États-Unis, où les gars ils sont ultra simples sur leur profil LinkedIn, alors que nous, on a tendance à être un peu plus pompeux. N'hésitez pas à adopter vraiment le ton que vous adopteriez dans une conversation normale. J'ai pris un exemple de Baba qui travaille avec nous sur la Online Academy. Lui, il a un bon profil. C'est un profil qu'il a créé il y a 2-3 mois, je crois. Donc, il a géré assez vite. Donc, il a un nombre d'abonnés qui est plutôt fiable. En termes d'expérience, c'est propre. Il a quelques recommandations. Il a intégré des médias. Voilà, du coup, vu qu'il participe à nos live streams, il a pu mettre les liens des live streams qu'il a mis sur YouTube. Si vous faites des webinars, vous pouvez faire la même chose. Ça, c'est un profil qui est attractif. J'en parlais c'est quelqu'un qui travaille chez LinkedIn, du coup dans les solutions sales, et il m'expliquait que le directeur commercial d'un de ses clients, lui, il refusait d'embaucher un commercial qui n'a pas au moins 500 relations sur LinkedIn. Parce qu'il s'est rendu compte que c'était devenu un vrai canal de bizdev. Donc, je ne vous dis pas de faire ça, hein, mais c'est un bon indicateur. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Très souvent, c'est les références qui font qu'on va pouvoir faire rentrer du nouveau business. Un sales qui a un bon carnet d'adresses, forcément, il a une valeur colossale, et quelqu'un qui sait le développer également. Donc, n'hésitez pas à checker ça et surtout à mettre en avant votre réseau. Très souvent, on a des annonceurs qui vont nous contacter sur LinkedIn parce qu'ils ont vu qu'on avait bossé avec telle autre personne qu'ils connaissent. Le digital est un monde très petit. Vous avez vu que les directeurs marketing, les responsables digitaux, ils changent assez régulièrement de poste. Quelqu'un avec lequel vous avez bossé sur l'annonceur X, le jour où il va bosser à l'annonceur Y, il y a des possibilités qu'il recollabore avec vous. Donc, n'hésitez pas à prendre soin de toute cette partie LinkedIn. J'en reparle ici, poster du contenu. On va pas s'éterniser dessus, mais LinkedIn est un bon moyen de driver du trafic vers nous-mêmes en tant que bizdev ou en tant que head of sales ou en tant qu'agence.
mais également vers notre entreprise. D'accord? Donc, prenez la parole. Les pages entreprises, c'est pas que pour le recrutement. J'en parle un petit peu dans comment identifier des leads. C'est vraiment aujourd'hui, c'est la réputation d'une entreprise, elle se fait sur LinkedIn. En plus sur le moteur de recherche. Donc, soignez vraiment toute cette partie-là. Il n'y a pas que les stagiaires qui vont sur LinkedIn pour trouver des jobs. Il y a beaucoup d'annonceurs qui vont regarder votre entreprise, combien elle a d'employés, qui sont les annonceurs, quelles sont un peu leur réputation. Ça, c'est des choses qui comptent énormément quand on va essayer de différencier une agence A par rapport à une agence B. Il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en avant dans vos pages entreprises. Voilà, créez-vous un réseau. Essayez de ne pas faire les trucs qu'on voit beaucoup sur LinkedIn, les gars qui vont rajouter tout le monde sans raison alors qu'ils ne les ont jamais rencontrés. C'est pas forcément efficace. Le volume, ce n'est pas forcément ce qu'on recommande. Identifiez vraiment les bonnes personnes et les personnes que vous connaissez de préférence, ou si vous ne les connaissez pas dans une démarche de prospection, rencontrez-les d'une manière honnête en disant voilà, je travaille sur ça et si on se rencontrait pour collaborer ensemble. Mais soyez pas trop agressif ni trop vague dans votre démarche parce qu'un sales, on le reconnaît. Ici, j'ai imaginé voilà, une petite stratégie de moi, je veux aller trouver de nouveaux prospects, je vais regarder toutes les personnes qui sont responsables digitales sur la zone de chalandise, donc en France ou en région. Je peux rejoindre les groupes. Les groupes, c'est assez intéressant parce que ça vous permet de prendre la parole. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'agences qui participaient sur le support d'AdWords et ça leur permettrait un peu de montrer qu'elles avaient une expertise et d'aller chercher des clients comme ça. Sur LinkedIn, il y a beaucoup d'activités sur les groupes en marketing digital, en achat média, en publicité. N'hésitez pas à vous positionner là-dessus, à prendre la parole parce que ça vous permettra de vous faire connaître dans l'industrie en tant qu'expert et du coup forcément à terme de faire entrer de nouveaux clients. Donc voilà, il y a pas mal de types de recherches, on va pas passer trop de temps dessus. J'ai fait un petit focus sur comment rentrer en contact avec quelqu'un. Ça peut paraître un peu idiot, mais pour le coup, ça m'est arrivé tellement de fois de voir des sales qui envoyaient des messages ultra, alors soit ultra obscurs, mais où on ne comprenait pas ce que le sales voulait, il essayait de contacter des annonceurs comme ça, soit directement bonjour, est-ce que vous voulez faire de l'AdWords? Donc il y a un entre-deux, et du coup il y a vraiment des techniques qui sont assez simples et qu'il faut respecter. Encore une fois, je réinvente rien, mais c'est une discipline et un truc à faire à chaque fois qu'on va essayer de rentrer en contact avec quelqu'un. Donc voilà. L'idée, c'est on va ouvrir une conversation. Le but de ce message, c'est pas de vendre votre prestation, mais c'est déjà d'entrer en contact avec la personne. Donc, il faut que vous lui apportiez quelque chose avant que cette personne puisse, elle, vous apporter du business ou même des informations. Ça, c'est marrant, c'est très américain, mais trouver un point commun avec la personne. Ah bah tiens, on a fait la même école. Ah bah tiens, on connaît tous les deux un tel. Ou vous pouvez même demander à un tel de vous présenter. Je sais que moi, je n'osais pas trop le faire parce que je me disais que c'est un peu bidon de dire ouais, on a fait la même école de communication et du coup, on a forcément des choses à se raconter. Mais en fait, ça fonctionne bien. Ça fonctionne vraiment. Donc, ne pas hésiter à le faire. Comme je vous l'ai dit, soyez vous-même, soutenu mais relativement informel parce que il faut que ça reflète la façon. Après, si vous parlez toujours de manière soutenue, gardez votre ton naturel, mais essayez vraiment d'être vous-même sur LinkedIn. Avancez votre proposition de valeur et surtout finissez avec un CTA. D'accord ? Dites pas juste « Salut, j'existe », mais est-ce que ça vous intéresse qu'on boive un café pour discuter de tel sujet ou qu'on se fasse un call de 15 minutes parce que justement, je sais que dans telle industrie, vous faites face à tel challenge et moi, je l'ai rencontré avec un annonceur l'année dernière. Ce genre de choses. Un petit exemple avec Catherine. Je viens de voir dans la presse que votre entreprise a lancé une nouvelle gamme de produits bio-vegan healthy. Voilà, on en voit beaucoup en ce moment. Super. Du coup, voilà, je sais que c'est une phase délicate lors d'un lancement de produit sur un nouveau marché, donc on est un peu empathique avec l'interlocuteur. Justement, chez nous, on a 10 personnes qui travaillent à 100% sur la communication digitale et on a notamment accompagné des entreprises comme la vôtre
sur des lancements de produits. Donc j'ai un icebreaker, je suis au courant de ce que vous faites. Vous lancez un nouveau produit, quand on lance un nouveau produit, généralement il y a un intérêt, enfin il y a un plan média qui va suivre. Donc on n'est pas là en train de vendre un truc dont l'annonceur n'a pas besoin. On apporte une valeur ajoutée à l'annonceur. Je connais un peu les problèmes auxquels vous faites face parce que je l'ai déjà fait avant. Du coup, est-ce que vous voulez qu'on en parle? Et ça, c'est un premier rendez-vous qui va pouvoir potentiellement déboucher sur une activation de campagne. C'est à peu près des choses que vous utilisez? Ouais. Bon, bah super. Faites-le à chaque fois. Je vais accélérer un petit peu parce que je suis en retard. N'hésitez pas à faire également… les outils de publicité en ligne sur LinkedIn sont assez efficaces pour les agences. J'en parlais vite fait parce que je suis plus à l'aise avec l'idée de parler de publicité sur AdWords. Mais voilà, c'est des leviers qui fonctionnent bien. Je pense notamment au sponsored content, la promotion de contenu. Comme je vous en parlais tout à l'heure dans la stratégie inbound, mettre en avant des articles qui ont déjà eu un bon succès, n'hésitez pas à les recycler au fur et à mesure pour aller trouver de nouveaux annonceurs potentiels. Ça fonctionne vraiment pas mal. Autre solution, faire de la recherche. Ici, je vous ai mis un cas. Ça m'a pris 10 minutes, donc je pense que n'importe quel sales peut le faire assez rapidement. J'ai pris une industrie assez classique, enfin assez classique, non. Les sites qui revendent des pièces d'électroménager. Il y en a pas mal qui ont émergé ces 2-3 dernières années. Du coup, je voulais regarder comment s'est passée l'industrie. J'ai fait une requête plutôt de long tail et j'ai identifié un annonceur, ubaldi.com, enfin un annonceur, une entreprise qui n'était pas présente en paid search. Du coup, j'ai voulu creuser. J'ai vu qu'elle n'était pas présente non plus sur Google Shopping. Donc, a priori, c'est une entreprise qui ne fait pas de publicité en ligne, pour le moment. Pourtant, ils sont quand même, c'était 5e, je crois, enfin 2e en SEO. Plutôt quelqu'un pour qui le digital est important. J'ai un peu creusé, je suis allé sur LinkedIn, j'ai regardé leur page entreprise. Donc, on voit qu'ils ont 77 employés. Donc, c'est l'entreprise qui commence à avoir de la croissance. Donc, ça peut m'intéresser. Ils ont un achat en ligne. Donc, achat en ligne, c'est un peu la vache à lait en paid search. On sait que globalement, les 3/4 vont faire du paid search, donc c'est des annonceurs intéressants. Et après, je suis allé chercher tout simplement qui était leur responsable achat média ou marketing digital. Ça a vraiment pris 5 minutes. J'ai fait une requête, j'ai identifié une boîte qui avait un potentiel. Ils ont un site qui est propre, donc je n'aurais pas besoin d'attendre ou de leur vendre un nouveau site. Et j'ai trouvé le decision maker en quelques minutes. J'ai juste à lui envoyer l'email qu'on a vu tout à l'heure et ce sera bon. Voilà. Vous ne rouillez pas tous pour l'appeler demain parce que ça risque de me retomber dessus. Et après, je peux creuser l'industrie. J'ai vu que mon pitch fonctionnait bien avec les vendeurs de pièces d'électroménager. Du coup, je vais essayer d'en faire plusieurs. Si c'est une pratique que vous faites dans votre agence, n'hésitez pas à vous verticaliser et à trouver plusieurs annonceurs. Je vous ai mis quelques outils qui sont assez intéressants pour identifier des leads. DataFox, c'est une solution qui crawl en fait tout le web et ils identifient les entreprises qui se créent ou qui emménagent sur certaines zones géographiques. Donc très utile pour les startups ou les boîtes qui débarquent en France. Du coup, vous pouvez mettre une petite alerte en disant toutes les entreprises qui vont se lancer sur l'Île-de-France par exemple, moi je vais être au courant quand elles arrivent et qui elles sont. On a Thunderbeam, très orienté startup, qui va vous dire la probabilité qu'une startup lève des fonds dans les 6 prochains mois. Donc ça, pour identifier les annonceurs à potentiel, c'est ultra intéressant. Les solutions, certaines sont gratuites, certaines sont payantes. J'ai pas tous les tarifs en tête, mais n'hésitez pas à les creuser. Il y a pas mal de petits tips pour trouver des leads. Ensuite, BuildWiz, c'est assez intéressant. C'est pareil, ça crawl tout le web. Et ça peut vous dire, tiens, voilà tous les sites de e-commerce qui ont un module de paiement. Enfin, tous les sites qui ont un module de paiement et qui, du coup, sont des e-commerce. Et après, vous pouvez identifier sur ce site qui sont les personnes qui font partie de l'entreprise. Et du coup, trouver les decision makers assez facilement. SimilarWeb, je reprends mon cas d'électroménager tout à l'heure. J'ai trouvé un annonceur, une industrie qui est en grosse croissance.
si je regardais leurs concurrents directs. Ou alors, lui, je n'ai pas réussi à le closer, peut-être que ses concurrents voudront bien travailler avec moi, d'accord? Parce que je me rends compte que l'industrie a un intérêt à faire de la publicité sur AdWords. Et enfin, soyez créatifs dans vos recherches. Moi, je l'ai vu avec nos sales. Il y en a qui se spécialisent sur des trucs de fou. Donc là, j'ai mis éthylotest ou GRPD. Voilà, donc toutes les grosses tendances de l'actu, il y a souvent des annonceurs qui vont se mettre dessus. Certains ont un potentiel fort, d'autres très faible. Le N-Spinner, je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est, le truc qu'on fait tourner. Ça a explosé pendant 3-4 semaines. On a vu des annonceurs énormes qui se sont lancés. Le truc est assez vite retombé au final. Je ne sais pas si c'est peut-être pas plus mal, mais là, il y a des trucs qui se créent. Et moi, je sais que les sales qui ont des gosses, du coup, qui ont vu débarquer ce truc, eux, ils ont pu trouver pas mal d'annonceurs hyper facilement. Donc, n'hésitez pas à penser à n'importe quel sujet. J'ai vu un sales se spécialiser dans les sites de rencontres. Voilà. Chacun son truc. Ici, on ne juge pas, mais n'hésitez pas à aller chercher plein de sujets très très larges. Et pas se concentrer sur des industries très traditionnelles qui sont plus concurrentielles et probablement déjà couvertes. Et j'ai fini cette partie avec un tout petit peu de retard. Est-ce que vous avez des questions sur ça avant qu'on fasse une pause? Non? Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous avez apprises, j'espère? Je n'ai pas réinventé trop de concepts familiers. Je vois quelques oui, donc je vais prendre ça pour un oui. N'hésitez pas, hein, quand vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous avez des questions, des remarques, à interagir. Je me sens un peu seul sur mon estrade. Du coup, si vous voulez me donner un peu de feedback ou acquiescer, je le prendrai avec plaisir. OK? Il y a du café, de l'eau, des jus d'orange, sûrement à manger. Donc, n'hésitez pas à prendre. On va prendre 10-15 minutes et après, on va reprendre et on va se splitter sur la gauche et la droite. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous mettre directement sur les différentes sections, à passer sur les ateliers.